En 1873, dans les ruelles pavées d'Odessa, deux sœurs jumelles disparurent, la même nuit que leurs corps furent retrouvés dans leur propre demeure, parfaitement arrangées dans leur lit, comme si elles dormaient paisiblement. Mais elles étaient mortes depuis des heures, et personne ne put jamais expliquer qui les avait ainsi disposées. Avant de plonger dans cette histoire troublante qui a secoué l'Empire russe, abonnez-vous à cette chaîne et dites-moi en commentaire de quelle ville vous nous écoutez. Votre soutien nous permet de continuer à exhumer ces mystères oubliés de l'histoire. L'année 1873 marquait une période de profonde transformation pour Odessa, ce joyau de la mer Noire que l'Empire russe avait façonné en port cosmopolite. Sous le règne d'Alexandre II, la ville bouillonnait d'une activité commerciale intense, attirant marchands grecs, négociants français, banquiers allemands et aristocrates russes dans un mélange culturel aussi riche que volatile. Dans le quartier élégant de la rue Richelieu, non loin du fameux escalier qui descendait vers le port, s'élevait une imposante demeure de style néoclassique. Cette bâtisse de 3 étages, aux fenêtres ornées de balcons en fer forgé et à la façade de pierre calcaire blonde typique de la région, appartenait à la famille Volkonski, une lignée de nobles russes enrichis par le commerce des céréales et les investissements immobiliers. La maison Volkonski se distinguait par son architecture particulière. Construite autour d'une cour intérieure carrée, elle abritait les appartements de la famille principale au 1er et 2e étage, tandis que le rez-de-chaussée servait aux domestiques et aux salons de réception. Un escalier de marbre blanc serpentait majestueusement le long du mur ouest, menant aux étages supérieurs où résidait le comte Dimitri Volkonski, sa épouse Katarina, et leurs 2 filles jumelles, Anastasia et Elisaveta. Ces jumelles, âgées de 22 ans en cette année fatidique, incarnaient la beauté slave dans sa forme la plus pure. Cheveux châtains aux reflets dorés, yeux verts comme les eaux peu profondes de la mer Noire, elles possédaient cette grâce naturelle que seule l'éducation aristocratique pouvait polir. Mais au-delà de leur beauté physique remarquable, Anastasia et Elisaveta étaient connues dans tout Odessa pour leur intelligence vive et leur culture raffinée. Elles parlaient couramment le français, l'allemand et l'italien, jouaient du piano avec virtuosité et tenaient salon tous les jeudis soirs, recevant les intellectuels et artistes de passage dans la ville. La société odessienne de cette époque vivait selon des codes stricts mais paradoxaux. D'un côté, l'influence occidentale encourageait une certaine libéralisation des mœurs, particulièrement visible dans les arts et la littérature. De l'autre, les traditions orthodoxes russes et les conventions sociales imposaient des règles de conduite rigoureuses, surtout pour les jeunes femmes de l'aristocratie. Cette tension créait un climat social particulier, où les apparences devaient être préservées à tout prix, mais où les passions et les secrets proliféraient dans l'ombre. Les sœurs Volkonski naviguaient habilement dans ces eaux troubles. Officiellement, elles étaient les parfaites représentantes de leur classe, pieuses, cultivées, charitables envers les nécessiteux du port. Elles finançaient discrètement une école pour les enfants des ouvriers du port et participaient aux œuvres de bienfaisance organisées par l'épouse du gouverneur. Mais les rumeurs, ces murmures qui circulent toujours dans les salons d'une ville de 150 000 habitants, suggéraient que les 2 sœurs entretenaient des relations particulières avec certains cercles intellectuels de la ville. Le mystère débuta par une soirée de novembre particulièrement froide, lorsque les vents de la steppe soulevaient la neige en tourbillons glacés dans les rues d'Odessa. Le comte Dimitri et sa femme étaient partis pour Saint-Pétersbourg afin d'assister au mariage de leur neveu, laissant leur fille sous la surveillance de Madame Petrova, leur gouvernante française, et de Vassili, le majordome qui servait la famille depuis 15 ans. Ce soir-là, selon le témoignage ultérieur de Madame Petrova, les jumelles avaient dîné normalement vers 19 heures dans la salle à manger aux murs tapissés de soie bleue. Elles portaient leur robe du soir habituelle, Anastasia en velours bordeaux, Elisaveta en taffetas vert émeraude. La conversation avait roulé sur leur lecture récente. Elles venaient de terminer un ouvrage de Tourgueniev et sur les préparatifs de la réception qu'elles organisaient pour la semaine suivante.
Vers 21h, les deux sœurs s'étaient retirées dans leurs appartements respectifs, situés dans l'aile est de la demeure, de part et d'autre d'un petit salon privé qu'elles partageaient. Madame Petrova les avait embrassées comme chaque soir et avait regagné ses quartiers au rez-de-chaussée. Vassili avait effectué sa ronde habituelle, vérifiant que toutes les portes et fenêtres étaient bien verrouillées, avant de se retirer dans sa chambre située près des cuisines. La nuit s'écoula apparemment sans incident. Aucun domestique ne rapporta avoir entendu de bruit inhabituel. Aucune lumière ne fut aperçue aux fenêtres des appartements des jeunes filles après 22 heures. Le silence de la grande demeure ne fut troublé que par le vent qui sifflait dans les cheminées et le craquement occasionnel des boiseries anciennes. Ce fut Madame Petrova qui fit la macabre découverte le lendemain matin à 8 heures précises, lorsqu'elle vint, selon son habitude, réveiller ses jeunes maîtresses pour le petit déjeuner. Frappant doucement à la porte d'Anastasia, elle ne reçut aucune réponse. Inquiète, car les sœurs étaient toujours ponctuelles, elle tourna la poignée et entra. Le spectacle qui s'offrit à elle la figea d'horreur. Anastasia gisait dans son lit, parfaitement arrangée, les mains croisées sur la poitrine, les yeux fermés, vêtue de sa chemise de nuit en dentelle blanche. Ses cheveux étaient soigneusement peignés et étalés sur l'oreiller de soie. À première vue, on aurait pu croire qu'elle dormait d'un sommeil profond, si ce n'était cette pâleur de cire et cette immobilité absolue qui ne trompent pas. Madame Petrova poussa un cri d'effroi et se précipita vers la chambre d'Elisaveta. La porte était entr'ouverte, et la seconde sœur présentait exactement le même aspect. Couchée paisiblement, mains jointes, cheveux arrangés, dans la même position parfaite que sa jumelle. Mais elle aussi était morte, froide, rigide. Le hurlement de terreur de la gouvernante alerta Vassili, qui accourut aussitôt. Face à cette double tragédie, le majordome eut la présence d'esprit de faire immédiatement appeler le médecin de la famille, le docteur Mikhail Sokolov, puis de dépêcher un messager vers les autorités policières. En attendant leur arrivée, il prit soin de ne laisser personne d'autre pénétrer dans les appartements et fit rassembler tous les domestiques dans la cuisine pour recueillir leurs témoignages. Lorsque le docteur Sokolov arriva, 1 heure plus tard, accompagné du commissaire Ivan Rostov, l'examen initial révéla un mystère troublant. Les deux jeunes femmes ne présentaient aucune blessure visible, aucune trace de violence, aucun signe de lutte. Leurs appartements étaient en ordre parfait, les bijoux à leur place, les vêtements soigneusement pliés. Pourtant, elles étaient bel et bien mortes, et depuis plusieurs heures selon le degré de rigidité cadavérique. Plus troublant encore, qui avait pris soin de les disposer ainsi? Car il était évident que cette mise en scène post-mortem avait nécessité l'intervention d'une main humaine. Leur position parfaitement symétrique, leurs cheveux artistiquement arrangés, leurs mains croisées avec une précision quasi rituelique ne pouvaient résulter d'une mort naturelle. L'enquête officielle débuta immédiatement sous la direction du commissaire Rostov, un homme méticuleux de 45 ans qui avait gravi les échelons de la police impériale grâce à sa rigueur et son sens de l'observation. Cependant, dès les premiers jours, l'affaire prit une tournure complexe qui dépassait le cadre d'une simple investigation criminelle. Le docteur Sokolov, après un examen plus approfondi des corps, ne put déterminer avec certitude la cause du décès. Aucun poison connu ne laissait de traces évidentes. Aucune maladie n'expliquait cette mort simultanée. Les seuls éléments troublants qu'il décela furent de légères marques rougeâtres autour des poignets des deux jeunes femmes, si discrètes qu'elles auraient pu passer inaperçues, et une odeur particulière qui imprégnait leurs appartements, un mélange subtil de benjoin et de quelque chose de plus âcre qu'il ne parvint pas à identifier. Les interrogatoires des domestiques ne révélèrent rien de suspect. Madame Petrova, bouleversée, maintint sa version des faits. Elle avait quitté ses maîtresses en parfaite santé vers 21 heures et ne les avait plus revues vivantes. Vassili confirma avoir effectué sa ronde habituelle sans rien remarquer d'anormal. Les femmes de chambre, le cuisinier, le cocher, tous présentaient des emplois du temps cohérents et vérifiables. Pourtant, au fur et à mesure que l'enquête progressait,
Certains détails troublants émergèrent. Plusieurs voisins rapportèrent avoir aperçu des silhouettes dans la cour intérieure de la demeure Volkonski vers minuit, mais leurs témoignages étaient contradictoires. Certains parlaient d'une seule personne, d'autres de 2 ou 3. Un marchand de journaux qui passait tôt le matin affirma avoir vu de la lumière au 2e étage vers 5 heures, bien après l'heure présumée du décès. Plus intriguant encore, l'examen des affaires personnelles des sœurs révéla la disparition de certains objets. Leurs journaux intimes, que Madame Petrova affirmait avoir vus la veille sur leurs secrétaires respectifs, avaient disparu. Plusieurs lettres récentes ne furent jamais retrouvées, et il manquait dans leur bibliothèque commune certains ouvrages que le bibliothécaire de la famille était formel à avoir catalogués quelques semaines auparavant. Le retour précipité du comte Dimitri et de son épouse, 3 jours après la tragédie, marqua un tournant dans l'affaire. Homme influent et bien introduit dans les cercles du pouvoir local, le comte entreprit immédiatement une série de démarches qui eurent pour effet d'orienter l'enquête dans une direction particulière. Il fit valoir que ses filles avaient toujours été fragiles de santé, sujettes à des crises nerveuses héréditaires qui affectaient les femmes de sa lignée, et suggéra qu'elles avaient pu succomber simultanément à une crise cardiaque causée par une émotion violente. Cette version des faits, bien qu'elle n'expliquât pas la mise en scène des corps, fut accueillie avec un certain soulagement par les autorités locales. Dans une ville où les relations entre les différentes communautés ethniques et religieuses demeuraient tendues, un double meurtre non élucidé risquait d'alimenter les rumeurs les plus folles et de troubler l'ordre public. Cependant, dans les salons d'Odessa, les langues continuaient de se délier. Les habitués des soirées organisées par les sœurs Volkonski évoquaient discrètement les relations particulières qu'Anastasia et Elisaveta entretenaient avec certains intellectuels de la ville. Il était question d'un cercle littéraire qui se réunissait tous les mardis dans un salon privé de la rue Deribasovskaya, où l'on débattait de philosophie, de littérature, mais aussi de politique et de questions sociales. Parmi les noms chuchotés figuraient ceux de Alexandre Herzen, un journaliste aux idées progressistes, de Sofia Kovalevski, une mathématicienne réputée, et surtout celui d'un mystérieux personnage que l'on surnommait le Français, un homme d'âge mûr qui se disait professeur de littérature, mais dont personne ne connaissait le véritable nom ni l'origine exacte. 3 semaines après la découverte des corps, alors que l'enquête officielle semblait s'enliser dans les hypothèses médicales, un événement inattendu relança l'intérêt pour l'affaire. Madame Elena Dragomirova, une aristocrate veuve qui tenait salon dans le quartier grec de la ville, se présenta spontanément chez le commissaire Rostov avec des révélations troublantes. Cette femme de 60 ans, respectée pour sa piété orthodoxe et sa contribution aux œuvres charitables, affirma avoir été témoin de faits étranges concernant les sœurs Volkonski. Selon elle, depuis le mois de septembre, Anastasia et Elisaveta fréquentaient régulièrement un groupe qu'elle qualifiait de société secrète, qui se réunissait dans les caves voûtées d'un ancien couvent désaffecté à la périphérie de la ville. Madame Dragomirova expliqua qu'elle avait découvert cela par hasard, en suivant discrètement les 2 sœurs un soir, où elle les avait vues quitter leur demeure à pied, vêtues de sombres manteaux à capuchon. Intriguée par ce comportement inhabituel, car les jeunes filles de leur rang ne se déplaçaient jamais sans voiture ni domestique, elle avait décidé de les filer à distance prudente. Le trajet les avait menées jusqu'aux ruines du monastère Saint-Pantalémon, un édifice du XVIIIe siècle partiellement détruit par un incendie en 1842 et depuis abandonné par l'Église. Dans les caves encore intactes, elle avait aperçu une dizaine de personnes, hommes et femmes, rassemblés autour d'une table éclairée par des chandelles. La réunion avait duré environ 2 heures, et les participants étaient repartis discrètement par petits groupes. Cette révélation intrigua le commissaire Rostov, qui décida de mener une enquête discrète sur ce mystérieux groupe. Il chargea ses agents de surveiller les ruines du monastère et d'identifier les éventuels visiteurs.
Parallèlement, il demanda à ses informateurs de recueillir tous les renseignements possibles sur les activités intellectuelles et sociales des sœurs Volkonski au cours des derniers mois. Les résultats de cette investigation révélèrent l'existence d'un réseau complexe de relations qui dépassait largement le cadre des salons mondains habituels. Il apparut qu'Anastasia et Elisaveta avaient noué des contacts avec des personnalités influentes mais controversées, notamment des membres de l'intelligentsia russe favorables aux réformes sociales, des étudiants de l'université impériale d'Odessa, sympathisant des idées révolutionnaires et même des exilés politiques français et polonais présents dans la ville. Parmi ces contacts figurait effectivement un homme que l'on appelait le Français, dont l'identité véritable intriguait les enquêteurs. Âgé d'une cinquantaine d'années, distingué, parlant un russe parfait avec un léger accent, il se présentait comme un professeur de littérature comparée venu d'Europe occidentale pour étudier les influences françaises dans la culture russe du XIXe siècle. Il logeait dans une pension discrète de la rue Pouchkinskaya et fréquentait les bibliothèques de la ville, mais aucune université européenne ne semblait l'avoir accrédité officiellement. L'enquête de proximité révéla que cet homme entretenait des relations particulièrement étroites avec les sœurs Volkonski. Plusieurs témoins l'avaient vu entrer et sortir de leur demeure à des heures inhabituelles, toujours avec la plus grande discrétion. Le portier d'un immeuble voisin affirma l'avoir observé dans la cour intérieure de la maison Volkonski un soir de la semaine précédant la tragédie, vers 23 heures, en conversation animée avec les deux jeunes femmes. Plus troublant encore, quand les enquêteurs se rendirent à sa pension pour l'interroger, ils découvrirent que le Français avait quitté Odessa le matin même de la découverte des corps, réglant sa note à la hâte et laissant derrière lui quelques affaires sans valeur. Le tenancier de la pension déclara que son locataire semblait agité et préoccupé depuis plusieurs jours et qu'il avait reçu dans sa chambre la visite d'un homme élégant la veille au soir. Cette fuite précipitée orientait naturellement les soupçons vers ce personnage mystérieux, mais elle soulevait aussi de nouvelles questions. Comment un étranger avait-il pu pénétrer dans la demeure Volkonski, tuer les deux sœurs sans laisser de traces de violence, les disposer rituellement dans leur lit, puis ressortir sans être détecté par les domestiques? Et surtout, quel mobile aurait pu pousser un homme apparemment cultivé et raffiné à commettre un acte si étrange? Si cette enquête vous donne des frissons et que vous voulez connaître la vérité sur cette société secrète, n'hésitez pas à liker cette vidéo et dites-moi en commentaire ce que vous pensez qui s'est réellement passé dans cette demeure maudite. L'investigation sur les ruines du monastère Saint-Pantalémon apporta des éléments troublants qui transformèrent radicalement la perception de l'affaire. Les agents du commissaire Rostov, postés discrètement dans les environs pendant une semaine, constatèrent qu'effectivement, certains soirs, des individus se rendaient dans les caves de l'ancien édifice religieux. Mais contrairement aux attentes, il ne s'agissait pas de réunions conspiratoires ou révolutionnaires. Le groupe qui se rassemblait là était composé d'une dizaine de personnes appartenant à la bourgeoisie et à l'aristocratie odessienne. Des médecins, des avocats, des négociants, des femmes de la haute société. L'observation attentive de leurs activités révéla qu'ils pratiquaient ce qui semblait être des séances de spiritualisme, cette mode venue d'Occident qui consistait à tenter de communiquer avec les esprits des défunts. Cette découverte, pour surprenante qu'elle fût, n'avait rien d'illégal. Le spiritualisme connaissait un engouement considérable dans toute l'Europe de cette époque, et même à la cour impériale russe, on murmurait que certains proches du tsar consultaient des médiums. Cependant, l'Église orthodoxe condamnait fermement ces pratiques, considérées comme contraires à la foi chrétienne, et socialement, la réputation des participants pouvait en souffrir gravement. L'interrogatoire discret de certains membres de ce cercle révéla qu'Anastasia et Elisaveta Volkonski participaient effectivement à ces séances depuis le mois de septembre. Selon les témoignages recueillis, les deux sœurs s'étaient montrées particulièrement douées pour ce qu'ils appelaient les communications spirituelles. Elles semblaient capables d'entrer facilement en transe et de transmettre des messages prétendument venus de l'au-delà.
Mais ces révélations prirent une dimension plus sombre quand plusieurs participants évoquèrent les dernières séances auxquelles avaient assisté les jumelles. Depuis la mi-octobre, Anastasia et Elisaveta auraient reçu des messages de plus en plus troublants, parlant de dangers imminents, de secrets qui devaient être révélés, de personnes qui cherchaient à leur nuire. Ces communications les avaient visiblement perturbées, au point qu'elles avaient exprimé le souhait d'interrompre leur participation au groupe. Le Français, qui dirigeait apparemment ces séances en tant que guide spirituel, aurait tenté de les convaincre de poursuivre, affirmant que les esprits avaient choisi les deux sœurs pour une mission particulière. Cette insistance avait créé des tensions au sein du groupe, certains membres estimant que les jeunes femmes étaient trop impressionnables pour ce genre d'activité. La veille de leur mort, selon un témoin particulièrement crédible, Madame Lydia Petrov, épouse d'un riche armateur, Anastasia et Elisaveta avaient assisté à une dernière séance particulièrement troublante. Les esprits auraient transmis un message urgent, évoquant un sacrifice nécessaire pour préserver la vérité et annonçant que l'harmonie parfaite serait bientôt retrouvée. Les deux sœurs étaient ressorties de cette session dans un état d'agitation extrême, tremblantes et refusant de répondre aux questions de leurs compagnons. Cette version des faits éclairait l'affaire sous un jour nouveau. Il devenait plausible que les sœurs Volkonsky, influencées par ces séances de spiritualisme et peut-être manipulées par le Français, aient été poussées à commettre un suicide collectif. Leur disposition rituelle dans leur lit pouvait s'expliquer par une mise en scène préméditée, destinée à donner à leur mort une dimension symbolique en rapport avec leurs croyances spiritualistes. Cependant, cette hypothèse soulevait encore des questions. Comment deux jeunes femmes éduquées et intelligentes avaient-elles pu être amenées à un tel extrême? Quels moyens avaient-elles utilisés pour se donner la mort sans laisser de traces visibles? Et surtout, qui les avait aidées dans cette macabre mise en scène, car il paraissait impossible qu'elles aient pu s'arranger mutuellement après leur décès. L'enquête prit alors une direction plus psychologique. Le commissaire Rostov fit appel au docteur Hermann Weiss, un aliéniste allemand installé à Odessa, réputé pour ses travaux sur l'influence de la suggestion sur l'esprit humain. Ce spécialiste, après avoir étudié le dossier et interrogé les témoins, émit une hypothèse troublante. Selon le docteur Weiss, il était possible que les sœurs Volkonsky aient été victimes de ce qu'il appelait une manipulation psychologique collective. Leur participation régulière aux séances de spiritualisme, combinée à leur nature impressionnable et à leurs liens gémellaires particulièrement forts, aurait créé un état de suggestibilité extrême. Le Français, pour des raisons qui restaient à déterminer, aurait exploité cette fragilité pour les pousser à un acte fatal. Cette théorie expliquait la fuite précipitée du mystérieux personnage. Conscient d'avoir causé indirectement la mort des deux jeunes femmes, il avait préféré quitter la ville avant que les investigations ne remontent jusqu'à lui. Sa disparition n'était donc pas celle d'un meurtrier cherchant à échapper à la justice, mais celle d'un manipulateur fuyant les conséquences morales de ses actes. Mais au moment où cette explication semblait satisfaire les autorités, un nouveau témoignage vint bouleverser l'enquête. Vassili, le majordome des Volkonsky, demanda à rencontrer le commissaire Rostov en privé. L'homme, rongé par le remords et la culpabilité, décida de révéler un secret qu'il gardait depuis le début de l'affaire. La confession de Vassili, recueillie dans le bureau du commissaire Rostov par un froid matin de décembre, révéla une vérité bien plus sombre que tous les scénarios envisagés jusqu'alors. Le majordome, homme de confiance de la famille depuis 15 ans, dévoila l'existence d'un secret que les Volkonsky cachaient soigneusement depuis des années. Anastasia et Elisaveta n'étaient même pas les filles biologiques du comte Dimitri. Elles avaient été adoptées en secret en 1851, alors qu'elles n'avaient que quelques mois après la mort dans des circonstances mystérieuses de leurs véritables parents. Cette adoption clandestine avait été orchestrée par l'épouse du comte, Katharina, qui ne pouvait avoir d'enfant et avait désespérément voulu offrir une descendance à son mari.
Les véritables parents des jumelles, selon les révélations de Vassili, étaient Nikolai et Maria Romanov, non pas des membres de la famille impériale, mais des nobles de moyenne importance qui portaient ce patronyme relativement répandu. Ils avaient péri dans l'incendie de leur domaine près de Kiev, dans des circonstances que les autorités de l'époque avaient qualifiées de suspectes. Leurs biens avaient été confisqués par l'administration impériale et leurs enfants auraient dû être placés dans un orphelinat d'État. Mais Katarina Volkonsky, liée d'amitié avec Maria Romanov depuis leur jeunesse passée ensemble dans un pensionnat de Saint-Pétersbourg, avait utilisé les relations de son époux pour récupérer secrètement les deux bébés. L'adoption avait été officialisée par de faux documents établis par un fonctionnaire corrompu du ministère de l'Intérieur, et toute trace de l'origine véritable des jumelles avait été soigneusement effacée des registres officiels. Vassili révéla que le comte Dimitri, initialement réticent à cette supercherie, avait fini par accepter le stratagème de son épouse lorsqu'il avait appris que les enfants Romanov possédaient potentiellement des droits sur un héritage considérable. En effet, Nikolai Romanov était l'héritier unique d'un oncle fortuné décédé en Crimée, et ses biens n'avaient jamais été réclamés après l'incendie de Kiev. En adoptant secrètement les jumelles, les Volkonsky s'assuraient non seulement une descendance, mais aussi l'accès futur à cette fortune. Cette révélation éclairait d'un jour nouveau les événements récents. Car selon le majordome, le Français n'était autre que François Dubois, un ancien précepteur des véritables parents des jumelles, qui avait mystérieusement survécu à l'incendie de 1851 en s'absentant de la propriété ce jour-là pour une course à Kiev. Cet homme, rongé par la culpabilité de n'avoir pu sauver ses employeurs, avait passé plus de 20 ans à rechercher les enfants Romanov, convaincus qu'ils avaient échappé à la tragédie. Dubois avait finalement retrouvé la trace des jumelles à Odessa grâce à un réseau d'informateurs qu'il entretenait dans toute la Russie du Sud. Il s'était introduit dans leur environnement social sous sa fausse identité de professeur, non pas par vengeance contre les Volkonsky, mais guidé par un sens du devoir envers ses anciens maîtres. Son objectif était double: révéler aux jumelles leur véritable identité et les aider à récupérer l'héritage qui leur revenait légitimement. Les séances de spiritualisme n'étaient qu'un moyen détourné, certes manipulateur, mais qu'il jugeait nécessaire pour préparer psychologiquement les jeunes femmes à la révélation de leur passé. Dubois, qui avait étudié les techniques d'hypnose et de suggestion pendant son exil, espérait les amener progressivement à questionner leur identité sans les traumatiser brutalement. Cependant, le plan de Dubois avait pris une tournure tragique qu'il n'avait pas anticipée. Sa connaissance intime de l'histoire familiale des Romanov lui permettait de créer des communications spirituelles d'un réalisme saisissant, mentionnant des détails que seuls les véritables parents auraient pu connaître. Mais cette précision même avait rendu les messages trop troublants pour l'équilibre psychologique fragile des jumelles. Vassili avoua avoir surpris plusieurs conversations privées entre Anastasia et Elisaveta au cours des semaines précédant leur mort. Les deux sœurs, perturbées par les révélations des séances, avaient commencé à fouiller discrètement dans les archives familiales. Elles avaient découvert des incohérences dans leurs actes de naissance, remarqué l'absence de portraits de leurs parents durant leur petite enfance et questionné subtilement Madame Petrova sur leurs premières années. Cette enquête personnelle les avait menées à des découvertes troublantes. Dans un coffret oublié au grenier, elles avaient trouvé des bijoux gravés aux armes des Romanov, des lettres signées Maria, adressées à Katarina, et surtout un portrait miniature de leurs véritables parents qui ne laissait aucun doute sur leur ressemblance physique frappante. La confrontation finale avec Dubois avait eu lieu 3 jours avant leur mort, dans le petit pavillon d'été situé au fond du jardin des Volkonsky. Le majordome, inquiet de voir les jeunes filles s'absenter de plus en plus souvent, les avait suivies discrètement et avait assisté, caché derrière les buissons, à cette rencontre décisive. Dubois avait révélé aux jumelles non seulement leur véritable identité, mais aussi les circonstances suspectes de la mort de leurs parents.
Il leur avait expliqué que l'incendie de Kiev n'était pas accidentel, mais résultait d'un complot impliquant des fonctionnaires corrompus qui voulaient s'approprier les terres des Romanov. Leurs parents avaient été assassinés, et elle-même n'avait survécu que grâce à l'intervention de Katarina Volkonsky. Mais la révélation la plus dévastatrice concernait l'héritage. Dubois avait découvert que l'oncle de Crimée avait légué une fortune considérable aux enfants Romanov. Fortune que les Volkonsky connaissaient et dont ils profitaient secrètement depuis plus de 20 ans, réinvestissant l'argent dans leurs propres affaires. Les jumelles découvraient ainsi qu'elles avaient été non seulement privées de leur identité, mais aussi dépouillées de leur patrimoine. Face à ces révélations, Anastasia et Elisaveta avaient vécu un effondrement psychologique complet. Elles se retrouvaient confrontées à la remise en cause totale de leur existence. Leurs parents adoptifs, qu'elles chérissaient, les avaient menti pendant plus de 20 ans, profitant financièrement de leur orphelinat tout en leur cachant la vérité sur l'assassinat de leurs véritables parents. Dubois, réalisant l'ampleur du traumatisme qu'il avait provoqué, avait tenté de les rassurer en leur proposant de l'aide pour récupérer leur héritage et révéler la vérité sur l'incendie de Kiev. Mais les jumelles, dans leur désarroi, lui avaient demandé de leur laisser du temps pour assimiler ces informations et décider de la conduite à tenir. C'est alors que Vassili avoua la part qu'il avait prise dans la tragédie finale. Les sœurs étaient rentrées de cette rencontre dans un état second, alternant entre fureur contre leurs parents adoptifs et chagrin de découvrir leur orphelinat réel. Elles avaient passé 2 nuits entières à pleurer, à se reprocher mutuellement de ne pas avoir deviné la vérité plus tôt, et à élaborer des plans de vengeance contre ceux qui les avaient trompés. Le majordome, témoin de leur détresse, avait tenté de les consoler en leur rappelant l'amour sincère que leur portaient le comte et la comtesse, malgré le mensonge sur leurs origines. Mais les jumelles, dans leur logique inexorable, estimaient que tout leur bonheur passé était construit sur une imposture, et qu'elles ne pouvaient plus vivre dans cette famille qui avait profité de leur malheur. La nuit fatale, vers 23 heures, Vassili les avait trouvées dans le petit salon qu'elles partageaient, en train de rédiger ensemble une longue lettre d'adieu. Dans ce document, qu'elles lui avaient demandé de remettre à leurs parents adoptifs après leur mort, elles expliquaient leur découverte de la vérité et leur impossibilité de continuer à vivre dans le mensonge. Mais plus troublante encore, elles avaient également préparé une décoction à base de plantes qu'elles avaient récoltées dans le jardin de la propriété, après avoir consulté un ouvrage de botanique de leur bibliothèque. Reconnaissant certaines de ces plantes comme mortellement toxiques, notamment la belladone, la ciguë et l'if, qui poussaient naturellement dans les jardins négligés d'Odessa, Vassili avait tenté désespérément de les dissuader. Les jumelles lui avaient alors expliqué leur raisonnement avec une logique terrifiante. Elles ne pouvaient révéler la vérité sans détruire leurs parents adoptifs qu'elles aimaient malgré tout. Elles ne pouvaient non plus continuer à vivre dans l'ignorance maintenant qu'elles connaissaient leur véritable histoire. La seule solution qui préservait l'honneur de tous était leur disparition, qui permettrait aux Volkonsky de garder leur secret tout en leur offrant, à elles, la paix de retrouver leurs véritables parents dans la mort. Cette logique tordue, fruit de leur éducation romantique et de leur bouleversement psychologique, les avait conduites à envisager le suicide comme la seule issue honorable. Face à leur détermination absolue et craignant qu'elles ne tentent quelque chose de plus violent s'ils continuaient à s'opposer à elles, Vassili avait pris une décision terrible qu'il regrettait amèrement. Il avait accepté de les aider dans leur dernière volonté. Mais il avait posé une condition. Elles devaient lui promettre de détruire leur lettre d'adieu afin que leurs parents adoptifs ne découvrent jamais la véritable cause de leur geste. En échange, il s'engageait à les disposer dignement après leur mort et à préserver le secret de leur découverte. Les jumelles avaient accepté ce marché. Elles avaient brûlé leurs lettres dans la cheminée du salon, puis bu la décoction empoisonnée dans leurs appartements respectifs, tandis que Vassili montait la garde dans le couloir. L'agonie avait été relativement rapide, moins d'1 heure selon ses estimations, et apparemment sans souffrance excessive, les alcaloïdes de la belladone ayant un effet narcotique qui endort avant de tuer.
Fidèle à sa promesse, le majordome avait ensuite arrangé leur corps dans une position paisible, peigné leurs cheveux selon leur coiffure habituelle, croisé leurs mains comme pour une prière, créant l'illusion parfaite d'un sommeil éternel. Il avait aussi pris soin de nettoyer toute trace de la décoction et de disperser les restes des plantes toxiques dans le jardin. Plus méthodiquement encore, il avait fait disparaître tous les indices de leur enquête personnelle. Leurs notes griffonnées lors de leurs recherches dans les archives familiales, les documents trouvés au grenier qu'ils avaient remis à leur place, et les ouvrages de leur bibliothèque qui traitaient de généalogie et d'empoisonnement par les plantes. Quant aux légères marques sur leurs poignets que le docteur Sokolov avait remarquées, Vassili avoua qu'elles provenaient des liens qu'il avait dû utiliser brièvement pour les maintenir pendant qu'il les arrangeait, leur corps commençant déjà à se raidir. L'odeur de benjoin correspondait à l'encens qu'il avait brûlé dans leur chambre pour masquer l'odeur âcre et caractéristique de la décoction empoisonnée. Cette confession bouleversante expliquait enfin tous les mystères de l'affaire, mais elle ouvrait aussi de nouveaux questionnements moraux pour le commissaire Rostov. Car Vassili révéla également que Dubois, apprenant la mort des jumelles par les journaux, était venu le voir secrètement la veille de son départ d'Odessa. L'ancien précepteur, rongé par une culpabilité insoutenable, avait avoué au majordome qu'il n'avait jamais voulu provoquer leur mort, mais seulement leur rendre justice. Il avait remis à Vassili une enveloppe scellée contenant tous les documents prouvant l'identité véritable des jumelles et leurs droits sur l'héritage Romanov, en lui demandant de la remettre aux autorités quand le moment serait venu. Dubois avait également révélé des informations troublantes sur l'incendie de Kiev. Ses propres recherches l'avaient mené à identifier les véritables responsables. Un groupe de spéculateurs fonciers en collusion avec des fonctionnaires corrompus qui organisaient systématiquement la mort accidentelle de petits nobles pour s'approprier leurs terres. Cette pratique, répandue dans plusieurs provinces de l'Empire, était couverte par certains hauts responsables de l'administration impériale. En fuyant Odessa, Dubois n'échappait donc pas seulement aux conséquences morales de son rôle dans la tragédie des jumelles, mais aussi aux représailles de ce réseau criminel qui n'hésiterait pas à l'éliminer s'il révélait ses découvertes. Cette révélation plaçait le commissaire Rostov face à un dilemme politique majeur. L'enquête sur la mort des sœurs Volkonsky risquait de révéler un scandale impliquant des personnalités influentes de l'Empire, avec des ramifications bien au-delà d'Odessa. Mais elle pourrait aussi permettre de démanteler un réseau criminel responsable de nombreuses autres victimes. Cependant, Vassili apporta un dernier élément qui changea la donne. Le comte Dimitri et la comtesse Katarina, selon lui, n'étaient pas totalement innocents dans cette affaire. Ils connaissaient parfaitement l'existence du réseau criminel qui avait tué les parents Romanov, car ils en avaient été indirectement bénéficiaires. En réalité, l'adoption des jumelles n'était pas seulement un geste de compassion, mais aussi une opération financière calculée. Les Volkonsky savaient que les enfants Romanov étaient les héritiers d'une fortune considérable, et ils avaient accepté de les adopter en échange d'une commission versée par les organisateurs de l'incendie, qui voulaient ainsi légaliser leur appropriation des biens Romanov. Cette révélation finale transformait complètement la perception de l'affaire. Les parents adoptifs des jumelles n'étaient pas les victimes innocentes d'une tragédie familiale, mais les complices d'un crime d'État. Leur chagrin sincère à la mort des jeunes filles ne changeait rien au fait qu'ils avaient profité pendant 20 ans de l'assassinat de leurs véritables parents. Face à la complexité de l'affaire et à ses ramifications politiques dangereuses, le commissaire Rostov fut convoqué en urgence à Saint-Pétersbourg pour rendre compte de ses découvertes aux autorités supérieures. Cette convocation, organisée par le ministère de l'Intérieur, avait pour but de déterminer quelle attitude adopter face à un scandale qui pouvait ébranler l'administration impériale. Après 3 jours de discussions secrètes avec des hauts fonctionnaires dont l'identité ne fut jamais révélée, Rostov reçut des instructions précises qui allaient déterminer le sort de tous les protagonistes de l'affaire. La décision prise au plus haut niveau privilégiait la stabilité de l'État sur la justice individuelle.
L'enquête officielle fut définitivement close en janvier 1874 avec un rapport final qui concluait à une mort naturelle causée par une faiblesse cardiaque héréditaire. Cette version, bien qu'incomplète, avait l'avantage de préserver la réputation de la famille Volkonski tout en évitant de révéler l'existence du réseau criminel qui continuait d'opérer dans d'autres provinces. Cependant, des mesures secrètes furent prises pour gérer les conséquences de l'affaire. Vassili fut effectivement muté au service d'une famille aristocrate de Moscou, mais il était en réalité placé sous surveillance discrète du ministère de l'Intérieur. Sa pension confortable était en fait une forme de corruption destinée à s'assurer de son silence définitif, et il mourut dans des circonstances suspectes 3 ans plus tard, officiellement d'une pneumonie. Le comte Dimitri et la comtesse Katarina furent discrètement informés que leur rôle dans l'affaire Romanov était connu des autorités. En échange de leur silence sur les véritables circonstances de la mort de leurs filles adoptives, ils acceptèrent de reverser discrètement l'héritage Romanov à des œuvres charitables supervisées par l'État. Leur transformation de leur demeure en fondation pour orphelines n'était donc pas seulement un geste de commémoration, mais aussi une forme de réparation imposée. Quant à François Dubois, des recherches furent effectivement menées dans toute l'Europe pour le retrouver, mais elles étaient dirigées par les services secrets russes plutôt que par la police ordinaire. L'homme fut localisé en Suisse 6 mois plus tard et mourut dans un accident de montagne avant d'avoir pu révéler ses découvertes sur le réseau criminel. Ses recherches et ses documents furent récupérés par les agents russes et définitivement détruits. Le réseau de spéculateurs fonciers, protégé par ses connexions politiques, continua d'opérer pendant plusieurs années encore. Ce n'est qu'avec les réformes judiciaires d'Alexandre II que certains de ses membres furent finalement poursuivis, mais pour d'autres crimes que l'incendie de Kiev. L'affaire Romanov ne fut jamais officiellement rouverte. Cette résolution cynique mais pragmatique illustrait parfaitement le fonctionnement de l'Empire russe à cette époque, où la raison d'État primait sur la justice individuelle. Les autorités préféraient étouffer un scandale plutôt que de risquer de révéler la corruption systémique qui gangrenait l'administration. Pour le commissaire Rostov, cette affaire marqua un tournant dans sa carrière. Récompensé officiellement pour sa discrétion dans le traitement d'une affaire sensible, il fut promu à un poste administratif confortable à Saint-Pétersbourg. Mais cette promotion dorée était aussi une forme d'exil qui l'éloignait du terrain et l'empêchait de mener d'autres enquêtes potentiellement embarrassantes. Dans ses mémoires privées, qu'il rédigea dans ses dernières années, mais qui ne furent jamais publiées, Rostov avoua que l'affaire des sœurs Volkonski l'avait profondément marqué. Il y évoquait le dilemme moral auquel il avait été confronté entre son devoir de policier et les pressions politiques, et exprimait ses regrets de n'avoir pu rendre justice aux véritables victimes de cette tragédie. Ses mémoires, découvertes dans les archives familiales Rostov au début du XXe siècle, furent remises aux autorités soviétiques qui les classèrent immédiatement secret défense. Elles ne furent jamais rendues publiques, contribuant ainsi à maintenir le mystère autour de l'affaire des jumelles d'Odessa. La fondation charitable créée dans l'ancienne demeure Volkonski fonctionna effectivement pendant plusieurs décennies, éduquant des centaines de jeunes filles orphelines. Mais les éducatrices et les pensionnaires rapportèrent régulièrement des phénomènes troublants qui alimentèrent la légende sombre du lieu. Au-delà des bruits inexpliqués et des courants d'air glacés, plusieurs témoins affirmèrent avoir trouvé, à différentes époques, des documents mystérieux dans les anciens appartements des jumelles. Des lettres partiellement brûlées, des fragments de journaux intimes, des dessins représentant des scènes de l'incendie de Kiev. Ces découvertes, systématiquement confisquées par la direction de la Fondation, entretenaient les rumeurs sur les secrets non révélés de l'affaire. Certaines pensionnaires, particulièrement sensibles, prétendaient même percevoir des présences dans les couloirs de l'établissement, comme si les âmes d'Anastasia et d'Elisaveta continuaient de hanter les lieux de leur enfance mensongère. Ces témoignages, bien que relevant probablement de l'imagination collective influencée par la connaissance de la tragédie,
contribuèrent à ancrer durablement l'affaire dans le folklore local. L'impact de l'affaire sur la société odessienne se révéla durable. La pratique du spiritualisme déclina effectivement dans la région, mais elle fut remplacée par un intérêt croissant pour les histoires de famille et les recherches généalogiques. De nombreuses familles aristocrates se mirent à vérifier minutieusement leurs archives, craignant de découvrir des secrets similaires dans leur propre passé. L'Église orthodoxe locale profita de cette inquiétude pour renforcer son influence morale, prêchant contre les mensonges du siècle et encourageant les fidèles à la confession sincère. Plusieurs scandales familiaux mineurs furent ainsi révélés dans les années suivantes, mais aucun n'égala l'ampleur dramatique de l'affaire Volkonski. Au niveau politique, l'affaire eut des répercussions discrètes mais significatives sur les réformes judiciaires en cours dans l'Empire. Les révélations sur la corruption administrative, bien qu'étouffées, contribuèrent à convaincre certains responsables de la nécessité de moderniser le système judiciaire pour éviter de nouveaux scandales. Paradoxalement, la mort tragique d'Anastasia et d'Elizaveta Volkonski contribua ainsi indirectement au progrès de la justice russe, même si leurs propres bourreaux ne furent jamais punis. Cette ironie amère illustrait la complexité des transformations sociales dans la Russie du XIXe siècle, où le progrès naissait souvent de la révélation de la corruption passée. Aujourd'hui, plus d'un siècle et demi après ces événements, l'affaire des sœurs Volkonski continue d'interroger les historiens qui s'intéressent aux zones d'ombre de l'Empire russe. Les archives officielles, même celles rendues accessibles après la chute de l'Union soviétique, ne révèlent que la version édulcorée des faits établis par le commissaire Rostov. Mais dans les collections privées, dans les mémoires familiales transmises oralement, dans les récits que se racontent encore les vieilles familles d'Odessa, subsistent des fragments de la véritable histoire. Ces bribes de souvenirs, impossibles à vérifier mais troublantes de cohérence, suggèrent que la tragédie des jumelles n'était que la partie visible d'un système de corruption bien plus vaste. Et peut-être que la véritable leçon de cette histoire réside précisément dans cette persistance de la mémoire populaire face aux mensonges officiels. Car si les autorités peuvent étouffer un scandale, elles ne peuvent empêcher que la vérité survive, fragmentée et déformée dans la transmission orale des témoins. L'affaire des sœurs Volkonski illustre ainsi tragiquement les mécanismes par lesquels les sociétés gèrent leurs secrets honteux, en sacrifiant la justice individuelle à la stabilité collective, en préférant le mensonge rassurant à la vérité dérangeante, en protégeant les coupables puissants plutôt que les victimes innocentes. Dans cette perspective, Anastasia et Elizaveta Volkonski peuvent être vues comme les victimes ultimes d'un système qui les a privées successivement de leurs parents, de leur identité, de leur héritage et finalement de leur vie. Leur tragédie personnelle reflète les contradictions d'une époque où la modernisation de l'État coexistait avec la persistance de pratiques féodales et criminelles. Mais leur histoire soulève aussi des questions universelles sur les limites de la vérité et les dangers de la manipulation psychologique. François Dubois, malgré ses bonnes intentions, illustre comment la quête de justice peut devenir destructrice quand elle ignore la fragilité humaine. Son acharnement à révéler la vérité aux jumelles, sans prendre en compte leur équilibre psychologique, fit de lui un bourreau involontaire autant qu'un justicier. Vassili, quant à lui, incarne le dilemme moral de ceux qui se trouvent pris entre leur loyauté personnelle et leur devoir social. Son choix d'aider les jumelles dans leur suicide, puis de préserver le secret de leurs gestes, illustre la complexité des situations où la compassion entre en conflit avec la loi. Et peut-être que la véritable tragédie de cette histoire réside dans l'impossibilité pour tous ses protagonistes de trouver une solution satisfaisante. Car dans un système corrompu, même les actes les plus nobles peuvent conduire au malheur, et même les intentions les plus pures peuvent avoir des conséquences désastreuses. Cette dimension intemporelle de l'affaire explique sans doute pourquoi elle continue de fasciner et de troubler ceux qui en prennent connaissance. Au-delà de son intérêt historique, elle pose des questions morales qui restent d'actualité.
Faut-il toujours dire la vérité? Comment concilier justice et compassion? Quelles sont les limites de notre responsabilité envers autrui? Des questions qui n'ont pas de réponse simple et qui font de l'affaire des sœurs Volkonski bien plus qu'un simple fait divers du passé. Un miroir troublant de la condition humaine et de ses contradictions éternelles.